va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet, avec une première table ronde sur la modélisation du vivant. Et je vais appeler les participants de cette table ronde à me rejoindre tout de suite, avec donc Philippe Abadie, délégué régional Occitanie à l'IGN, et Pierre Lecointe, hydrogéologue au BRGM Occitanie. On prendra quelques questions, si ça vous va. Alors, je vais commencer parce que du coup, vous modélisez tous les deux, vous travaillez en tout cas à la modélisation du vivant de manière différente. Vous, Philippe, vous travaillez à la cartographie du territoire et également aux phénomènes qu'il subit, par exemple l'érosion côtière à l'IGN. Comment est-ce que ça se passe concrètement? En quoi ça consiste? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors l'IGN, c'est effectivement le cartographe. Enfin, on est devenu le cartographe de l'Anthropocène, on cartographie la France. Et l'objectif, c'est de répondre au renouvellement, aux phénomènes qui s'accélèrent. Donc l'objectif pour nous, c'est à la fois de produire des données massives qui décrivent mieux le territoire, plus précises et plus fréquentes. Voilà. Donc concernant par exemple l'érosion côtière, donc j'avais mené en Aquitaine. J'avais proposé au BRGM justement de faire le monitoring de la côte aquitaine. Donc je m'étais dit, on a des avions, on a un avion, on a des lidars. Les méthodes d'observation du littoral étaient intrusives sur les dunes. Et donc l'idée, c'était de proposer au BRGM une stratégie de prise de vue aérienne couplée au lidar pour offrir chaque année à marée basse, en hiver, un état des lieux de l'érosion côtière. Voilà. Et après, avec toutes les modélisations qui s'en suivent. Je peux dire qu'après 10 ans de prise de vue régulière, qui sont opérées par l'Observatoire de la côte aquitaine, le rapport sur l'érosion côtière en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, ne peut pas se passer de ces données-là. C'est plus le GEN qui le fait, puisqu'après il y a des questions de marché. Mais en tout cas, on avait initié le processus. Et moi, ce dont je rêve, c'est de pouvoir faire la même chose sur la côte occitane, en fait. Voilà. Donc c'est un projet que je vais proposer à la fois au CEREMA, au BRGM, et puis après à toutes les collectivités, dans le cadre de l'Observatoire régional des trucs. Donc on a sur l'Occitanie, on a des opportunités d'acquisition satellite régulière. Voilà, on a cette année, pour 2025, pour la première fois, on a la grande région Occitanie qui est couverte par de la prise de vue aérienne sur les départements de l'intérieur. Et on a acquis, en collaboration avec le CNES et Airbus, on a acquis les 4 départements du littoral pour offrir un millésime unique de la région Occitanie. C'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire depuis la loi NOTE, parce qu'avec la création des grandes régions, les capacités LIGEN d'observation aérienne ne pouvaient pas prendre en compte un millésime chaque année sur une grande région, en fait. C'est facile dans le sud, mais dans les régions du nord, enfin de l'est, avec les conditions météo, on n'arrive pas à mobiliser, ou alors il fallait qu'on double la flotte des avions. Voilà. En tout cas, voilà le projet que je porte sur l'érosion. Parce que concrètement, quand vous parlez de flotte aérienne, ce sont des avions qui sillonnent le territoire pour faire des prises de vue aérienne, c'est ça? Oui, oui. Hier, il y en avait un sur l'Ariège. Voilà. On est en fin de prise de vue aérienne, donc, et on va démarrer le Tarn-et-Garonne très prochainement. Pierre, vous, du coup, au BRGM, vous travaillez à la modélisation des eaux souterraines. Pareil, même question, en quoi ça consiste et comment vous y arrivez? Eh ben, justement, on vient de parler du Tarn-et-Garonne, c'est un peu mon terrain de jeu privilégié. Donc c'est une grande plaine alluviale formée par le confluent de la Garonne, du Tarn et de l'Aveyron. Et donc cette plaine alluviale, c'est des sols qui sont assez sableux et donc qui vont contenir sableux, graveleux, qui vont contenir beaucoup d'eau. Et c'est une eau qui est très utilisée depuis très longtemps par l'agriculture en particulier, qui est aussi utilisée un petit peu pour l'eau potable, mais de moins en moins pour des questions de qualité. Et donc l'idée de mes travaux, c'est de modéliser en fait comment se comportent les eaux souterraines dans le sous-sol, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Quelle quantité d'eau est disponible, à quel moment, pour pouvoir l'utiliser de manière raisonnable, et notamment pour s'assurer que le stock d'eau est renouvelé chaque année. Donc pour ça, on fait des mesures. Là, donc là, c'est la photo qui est là. Donc là, je fais une mesure de niveau d'eau dans un puits avec une sonde manuelle. Et juste à côté, vous voyez, posé sur la margelle, c'est l'appareil qui permet de... Alors, c'est pas celui qui mesure le niveau d'eau
en continu qui est dans le puits, mais c'est l'appareil qui nous télétransmet les données directement au bureau. Voilà, donc un peu des choses qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est des mesures ponctuelles qu'on fait. Et puis donc avec donc le fait d'avoir des enregistrements automatiques, ça nous permet d'avoir des chroniques de suivi du niveau. Ça va être notre donnée principale de suivi des eaux souterraines, qui est donc très ponctuelle. Et nous, ce qu'on veut, c'est modéliser le continuum. Alors pour ça, on sait que la principale source d'eau dans le sous-sol, c'est la pluie. Donc on va utiliser les données fournies par Météo France pour avoir notre donnée d'entrée. Et puis la sortie des eaux souterraines, ça va être les cours d'eau, les rivières. Donc pareil, on a des mesures de débit, de niveau des rivières. Et entre les deux, on va voir on a des équations physiques en fait, qui nous permettent de modéliser la vitesse de transmission de l'eau dans le sol, dans le sous-sol jusqu'aux rivières. Donc voilà, c'est ça mon travail, en fait, c'est de reproduire ce transfert de l'eau depuis la pluie jusqu'aux rivières en aval, là, donc à la sortie du Tarn-et-Garonne, pour l'exemple qui nous concerne. Et après, de ça, en fait, on déduit un volume d'eau qui est disponible, qu'on peut extraire. On sait aussi la quantité qui circule chaque année, donc c'est variable effectivement en fonction de la pluviométrie de l'année. Et du coup, ça nous permet de fournir après aux opérateurs qui sont chargés de répartir les volumes utilisables, prélevables, en fait, de leur dire cette année, vous aurez tant d'eau disponible et cette année, il y en aura un peu plus, un peu moins. Voilà. Justement, sur la finalité de ces données que vous collectez, tous les deux, vous travaillez à cette collecte pour mieux comprendre le territoire. Comment est-ce que ça se traduit ensuite dans des prises de décision politiques ou publiques ? Par exemple, je pense au Var, il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans, il y a des élus qui ont décidé de ne plus délivrer de permis de construire parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Et d'ailleurs, ça avait fait grand bruit parce que ce n'étaient pas des élus écolos, c'était des élus de droite. Est-ce que vous avez des exemples pareils, tous les deux similaires, de prises de décision qui ont été éclairés par les données que vous aviez collectées et par votre travail sur l'eau, par exemple, si on commence? Alors, dans le Tarn-et-Garonne, il y a assez peu de restrictions sur les eaux souterraines. Ça va être plutôt sur les eaux de surface qui sont aussi beaucoup utilisées, même nettement plus même que les eaux souterraines. Donc voilà, donc la décision, en fait, ça va être ça. Ça va être des arrêtés préfectoraux qui sont souvent basés sur soit des niveaux de nappe. Alors c'est beaucoup plus utilisé en Charente où les eaux souterraines sont plus prépondérantes. Ou alors sur les débits des cours d'eau. Donc quand on atteint un certain niveau, en fait, on a un déclenchement d'arrêté et des restrictions d'usage. Ça, on le connaît aussi en Haute-Garonne, ou dans beaucoup de départements de France, plus uniquement même dans le sud aujourd'hui. Dès qu'on a une sécheresse l'été. Justement, moi je milite un peu pour qu'on réutilise un petit peu plus cette eau souterraine qui, elle, pour le coup, a une dynamique plus lente. Donc ça veut dire que l'eau qu'on va prélever en été, si on est suffisamment loin du cours d'eau, finalement, elle arrivera dans le cours d'eau plus tard dans l'année, donc après l'étiage, quand les pluies auront permis déjà de faire remonter les débits. Et donc finalement, ce serait peut-être une gestion un peu plus intelligente que d'utiliser uniquement l'eau des cours d'eau sur lesquels il y a une grosse tension, parce qu'on n'a pas assez de stock d'eau en amont avec les barrages dans les Pyrénées ou dans le Massif central pour fournir tous les besoins. Philippe, vous avez des exemples d'actions qui ont été prises suite à la modélisation à laquelle vous travaillez du territoire? Alors en fait, je pense que les données que l'on produit impactent les décisions politiques. Ça c'est sûr, pour peu que les élus s'en saisissent. Mais à l'inverse, alors l'IGN est là pour répondre, pour décrire des phénomènes et pour répondre, est en appui aux politiques publiques, principalement. C'est-à-dire que si un ministère, quel qu'il soit, alors pour le moment c'est plutôt le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Écologie qui a beaucoup besoin de l'IGN, le ministère de l'Agriculture ne peut plus se passer de l'IGN, et pourtant, il y a quelques années, on ne travaillait pas beaucoup pour eux, de façon indirecte, pour la cartographie forestière, pour les haies, etc. etc. Voilà. Mais du coup, on voit qu'on est utile, et la donnée géolocalisée, elle est utile, en fait. Mais elle doit... Alors, nous, on a produit d'abord des données pour nos cartes, et on l'a fait il y a 40 ans. On est passé à une base de données 3D en numérique. Et donc, merci aux ingénieurs de l'IGN de l'époque de proposer cette stratégie à l'État d'une nouvelle cartographie numérique, parce que nous, notre objectif, c'était de faire la carte IGN au 25 000, la suite de la carte d'état-major, et répondre aux problématiques d'aménagement du territoire, en offrant une vision du territoire, cartographique mais figée.
Et donc cette cartographie numérique, elle nous permet maintenant, c'est le socle de données qui permet de développer toutes les autres productions. Et du coup, quand l'État demande à l'IGN de construire un observatoire du zéro artificialisation nette, là vous avez une décision politique qui est lourde de conséquences sur les territoires. Il y a eu énormément de débats cet été, depuis un an. L'IGN alors nous, on produit des données, on fait la cartographie qui permet de mesurer les objectifs et de voir si la trajectoire est bonne sur leur zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Alors après, il peut y avoir la trajectoire n'est pas linéaire, puisque effectivement, les politiques s'emparent de ces données-là, les critiquent, il y a des débats, les sénateurs s'en mêlent puisqu'ils représentent les territoires, donc modifient le travail des députés, donc il y a des allers-retours. Et ça fait 3 fois que l'IGN fait des cartographies spécifiques pour mesurer certains phénomènes comme les panneaux solaires au sol, etc. etc. Voilà. Et donc, oui, les politiques qui se saisissent de la donnée, une fois que l'observatoire est construit, ils s'en saisissent, et après, il y a des lois qui viennent modifier ces travaux. Voilà. Ça, je dirais que c'est un petit peu en action ou en réaction, en fait. Voilà. Mais en tout cas, les politiques publiques, maintenant, elles s'appuient sur des données géolocalisées, de plus en plus. Et là, vous allez un cran plus loin, puisque vous êtes en train de travailler à la création d'un jumeau numérique de la France, justement pour appuyer ces politiques publiques. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? À quoi ça va servir? Et en quoi ça va différer de ce qu'on a déjà aujourd'hui? D'accord. Alors, le jumeau numérique, il faut éviter que ça soit un mot valise. C'est-à-dire que ce n'est pas le nouveau mot des maquettes 3D. Parce que les maquettes 3D, depuis qu'il y a des modèles altimétriques, depuis qu'il y a des photos aériennes ou des cartographies, on peut mixer les deux, les mettre en volume. Voilà, le premier spectaculaire, ça a été les globes virtuels de Google ou de Apple, etc. etc. L'IGN a fait le géoportail, il y a toujours une partie 3D. Bon. Ça, c'est une maquette numérique. L'objectif du jumeau numérique, c'est d'aller plus loin. C'est d'aller beaucoup plus loin, mais sans forcément produire des données supplémentaires. Voilà, le projet qui est présenté par l'IGN, le CEREMA et l'INRIA, chacun dans leurs compétences, c'est de proposer à l'État un jumeau numérique de la France au service de la transition écologique. Ça, c'est le premier cas d'usage, en fait. Et l'objectif, c'est de se servir du stock de données qui est produit, des données massives qui ont été produites depuis 5 ans, puisqu'on a accéléré sur la couverture 3D via le LIDAR HD, etc., etc. On a plein de cartes thématiques maintenant, puisqu'on répond à des politiques publiques qui touchent à des thèmes particuliers, ce n'est pas que la carte de France. Et ce jumeau numérique qui met le territoire en mouvement. C'est-à-dire l'objectif, c'est de dire, écoutez, autour du jumeau numérique, on se met en place, il y a une politique publique à mettre en place. Il y a des objets, il y a des données socles qui sont en général produites par l'IGN, des données de référence, des données objectives qui décrivent le territoire. Et puis après, vous avez des données qui viennent des objets connectés. Et là, ce n'est pas l'IGN qui les a, ce n'est pas le CEREMA. Mais par contre, on aura la capacité via les compétences de l'INRIA en termes de calcul à haute intensité, on aura la capacité de faire venir ces données de l'IoT, qui peuvent être transmises d'ailleurs par des satellites, puisqu'il y a une société Kinis qui a envoyé des satellites pour récupérer les données de l'IoT et puis pour les restituer. Et donc mettre le mouvement en territoire, dès lors qu'on a des données de trafic sur les routes, des données d'eau. Et on peut tout modéliser après, mais c'est les experts thématiques vont venir sur le jumeau numérique jouer. Voilà. Il y a des jumeaux numériques qui existent dans l'industrie. On ne fait plus de voitures sans jumeaux numériques. Mais par contre, pour représenter tous les phénomènes naturels et les prévoir, et surtout la prévision, et jouer avec en disant, tiens, si on applique telle politique publique, qu'est-ce que ça va faire? Quels vont être les impacts? Est-ce que je crée un quartier ici? Est-ce que je crée une infrastructure, sachant que ça génère toujours d'autres infrastructures, etc., etc. Donc l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir la France en 3D, à partir de données socles, des données métiers qui sont détenues par des thématiciens, et de mettre tout le monde autour de la table, en fait, et de travailler en collaboratif pour observer certains phénomènes. Celui auquel on pense le plus, c'est les inondations. C'est le plus facile à modéliser. Voilà, on fait monter la hauteur d'eau. Si on a un bon modèle numérique 3D, vous voyez tout de suite la nappe d'inondation. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire pour le contrer? Alors, vous travaillez quand même tous les deux sur des données hyper sensibles géopolitiquement, que ce soit la cartographie du territoire, c'est un vrai enjeu de souveraineté nationale, hein, que ce soit pas géré par les GAFA, par Google notamment. Pierre, vous aussi, enfin, je veux dire, les données de l'eau et des eaux souterraines, c'est hyper stratégique. Comment est-ce que vous faites pour les sécuriser? Pierre?
Eh ben justement, c'est pas sécurisé, puisqu'on est, C'est rassurant. on dépend totalement de Microsoft, à mon grand regret. Je milite d'ailleurs depuis quelques années. Alors, alors, je commence à me faire entendre sur le sujet de la souveraineté, là, notamment depuis les dernières élections américaines. Et avant, c'était aussi sur le volet environnemental, parce que pour moi, c'est plus consommateur de stocker des données sur des serveurs, en l'occurrence Microsoft, qui sont un peu partout. Alors, on nous garantit qu'ils sont en Europe, qu'ils ne sont pas accessibles aux Américains. Bon. Et ouais, donc pour moi, en fait, surtout quand au BRGM, il y a une tradition de stockage des données, de construction de bases de données depuis son origine, hein, qui n'est pas très ancienne, hein, c'est les années 50. Donc il y avait ces compétences en interne, on avait nos propres serveurs. Donc moi, je milite en fait pour qu'on réinternalise tout, mais je dois avouer que jusqu'à il y a peu de temps, je me sentais un peu seul dans ce combat. Donc là, c'est pas en projet pour tout de suite de réinternaliser ces données-là? Alors moi, ça nous a été annoncé qu'on cherchait une solution du coup pour remplacer, parce que c'est pas vieux. En plus, le stockage de toutes les données sur les outils Microsoft, il date d'il y a quelques années. Donc finalement, voilà. Donc maintenant, le message, c'est on cherche une autre solution souveraine pour finalement revenir en arrière, hein, et une solution qui existait déjà. C'est ça qui est un peu dommage. Philippe, vous, sur cet enjeu de sécurisation des données qui sont assez sensibles? Alors c'est une question paradoxale pour le monde de l'information géographique, parce que ce sont des données qui sont produites par la puissance publique, en particulier par l'IGN, et donc on est plutôt sur des données ouvertes en open data, diffusées en open data. Donc tout l'enjeu de l'IGN, c'est plutôt de savoir ce qui est fait avec les données, c'est de savoir qui les télécharge, qui les utilise, et surtout de relever les cas d'usage. Donc, en termes de sécurisation quand même des données, alors on ne peut pas empêcher un GAFAM, ou qu'il soit chinois, américain, russe, je ne sais plus, je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais enfin, voilà. Donc du coup, on sait que ces données, elles ont été, dès qu'elles ont été mises en open data en 2021, les données socles de l'IGN ont été absorbées. Il y a eu des gros volumes de téléchargement. Bon, voilà, ça permet. Mais par contre, l'objectif de cette mise en open data, c'était quand même que toutes les sociétés, qu'elles soient européennes, françaises, quelle que soit leur taille, puissent avoir aussi accès à ces jeux de données pour développer leurs services, etc., etc. Donc nous, notre enjeu, c'est plutôt d'organiser la diffusion de ces données. Alors elles sont pas... nous, on décrit le territoire, mais elles ne sont pas sensibles. C'est des cartes qui sont objectives et qui décrivent ce qui existe, en fait. Il y a, après, les thématiciens, ceux qui apportent des données... environnementalistes, etc., je comprends qu'il y ait des problématiques de confidentialité des données, etc., etc. Voilà. Nous, on cherche plutôt, par exemple, à rendre nos cartes assez neutres. Par exemple, j'ai une convention avec le Parc national des Pyrénées qui, chaque année, au moment où je refais la carte, je dis, donnez-moi les endroits où on doit supprimer des chemins qui existent parce qu'ils ont été mis il y a 60 ans, ou par mois il y a 40 ans, parce qu'on mettait tout sur une carte, on voulait que ça soit le plus exhaustif possible. Donc l'objectif, c'est de dire, on réduit l'information sur les cartes pour éviter que des familles aillent piétiner un endroit qui est accessible facilement, où il y a une source. On ne cache pas tout, hein, mais voilà. Donc, bon, les données sont ouvertes. Nous, ce que l'on veut, c'est un point de diffusion national, donc c'est la géoplateforme. Donc c'est un des gros projets informatiques de l'État. La géoplateforme, elle est là pour mettre en œuvre la stratégie de l'IGN autour du partage des données et du travail en collaboratif. Elle sera aussi au service du géo numérique. Mais voilà, et donc la géoplateforme, elle se veut frugale, hein. Elle se veut, alors elle est hébergée sur l'hébergeur de la géoplateforme. Avant c'était Atos, Worldline aussi. Maintenant c'est OVH, voilà. Donc il a été choisi, alors le directeur général a bien précisé que c'est pas parce qu'il était français qu'il avait choisi, parce qu'il avait rempli la meilleure offre, mais quand même ce choix, en plus ce choix a été courageux, parce que ça a été annoncé la veille où OVH a un de ses serveurs qui a brûlé, qui a cramé vers Strasbourg. Donc on s'est dit ah oui. Bon, bref, en tout cas, voilà, toutes nos données sont chez OVH, dans une solution française, peut-être européenne, mais... voilà. Sur la sécurité des données, je ne peux pas en dire plus en fait, parce qu'on s'arrange nous pour que la donnée soit bien diffusée. Voilà. Oui, juste pour compléter, oui, c'est aussi une des. On est un établissement public aussi. Alors il y a aussi, il y a des données un peu sensibles, notamment sur l'inventaire minier qui vient d'être relancé.
Mais sinon, effectivement, il y a toute une série de données qu'on a vocation à diffuser librement de la même manière que l'IGN, hein, qui sont pas sensibles. Voilà, ce qui n'empêche pas qu'effectivement, c'est sur la solution d'hébergement plutôt qu'on aimerait renationaliser ça. Et du coup, je fais le commentaire inverse, c'est-à-dire qu'on a quand même des données sensibles à l'hygiène, je les ai oubliées parce qu'elles viennent de l'inventaire forestier national, qui est un métier que l'on a absorbé par l'établissement, c'est les activités de l'ex-inventaire forestier national. Donc, ces données sont soumises au secret statistique et elles ne sont pas diffusables. L'objectif, l'inventaire forestier national, très rapidement, c'est 10 000 points qui sont observés chaque année. Ce sont des placets de l'inventaire où on relève tout ce qui est un inventaire faune, flore, et puis après on mesure tous les bois qui sont dans une placette de 25 mètres. Donc ça, c'est un travail systémique qui est fait chaque année, tout au long de l'année, et c'est ce qui permet de faire le rapportage de l'état de la forêt en France. Est-ce qu'elle augmente, est-ce que ça pousse, quel est le volume de bois qui est consommable, etc. etc. Voilà. Alors moi j'ai juste une question, peut-être pour conclure ou au moins pour ouvrir, sur l'évolution de votre travail ces dernières années avec l'arrivée de l'IA. Pierre, là on vous voit avec une sonde, ça paraît hyper artisanal. Philippe, vous parliez de données aériennes. Comment est-ce que ça a évolué? Pierre, peut-être pour commencer, est-ce qu'il y a eu un avant-après IA dans votre travail? Pas encore, on n'est pas très rapide sur le sujet, notamment parce que on travaille avec un nombre de données limité. Et l'IA, elle apporte surtout une plus-value quand il faut traiter des données en masse et chercher à optimiser ce traitement, qui serait beaucoup trop fastidieux de le faire manuellement. On n'en est pas là, on cherche plutôt, nous, à acquérir plus de données pour améliorer nos modèles. On reste quand même sur une base physique. Après, par contre, ce qui est sûr, c'est que l'augmentation des moyens de calcul, hein, moi, j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans, c'était déjà assez mature en termes de solutions logicielles, mais je vois quand même que les moyens de calcul ont très nettement progressé, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc, ce qui va nous permettre d'améliorer tous nos travaux d'optimisation. On parlait tout à l'heure que l'intelligence artificielle, au départ, on cherchait à imiter le comportement humain. Et les premiers algorithmes d'optimisation, justement, pour caler nos modèles, parce qu'il y a tout un certain nombre de paramètres qu'on mesure très peu et très mal et qu'on doit optimiser. Et donc, ces algorithmes d'optimisation, en fait, ils reproduisaient le comportement manuel de chercher par essai-erreur l'optimum. Et maintenant, aujourd'hui, on a des techniques différentes où on va faire un grand nombre de simulations et on va chercher un peu à la manière de ce qui peut être fait en climatologie, et on va chercher comme ça le meilleur ou le meilleur éventail de solutions possibles. Donc c'est plus là qu'on voit l'apport du numérique, plus que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle elle-même. Philippe, vous, sur le traitement massif de données que vous collectez, est-ce que ça a eu une vraie incidence? J'imagine que oui. Moi, c'est même obligatoire. Enfin, le changement d'échelle, il est apporté par l'IA, en fait. Donc, il y a 20 ans, on faisait de l'IA sans le savoir, puisque à partir des photos aériennes, on faisait déjà la discrimination entre ce qui paraissait être des zones forestières et des zones naturelles. Vous voyez, donc c'était un des actifs de la. Voilà. Donc ça a évolué, on est passé du deep learning, etc., etc. Donc maintenant, on est en plein dans l'IA, et de toute façon, les projets. Enfin, je vous ai parlé du ministère de l'écologie, qui nous a demandé de suivre l'observatoire, qui nous a demandé de construire l'observatoire du zéro artificialisation net à partir d'occupation du sol. Elle est l'hygiène. Vous faites de l'occupation du sol depuis 2012. Alors, ils n'ont pas dit péniblement, mais enfin. En utilisant des photos aériennes tous les 3 ans, avec de la photo-interprétation manuelle, ça met très longtemps à sortir. Nous, ce que l'on veut à terme, c'est une vision du territoire presque chaque année. Alors, Jeanne a dit oui, mais nous, on a des avions uniquement pour tous les 3 ans. Bon. Alors, en attendant, c'est quand même organisé pour introduire de l'intelligence artificielle dans la constitution de ces occupations du sol. Et on met en téléchargement libre les couches brutes obtenues à partir de l'IA, ce qu'on appelle les couches prédictives, de ce qui est artificialisé et ce qui n'est pas artificialisé. Et donc, à partir de là, on peut décliner à partir de là, on peut les personnaliser, jouer sur les paramètres et créer les cartographies que l'on veut pour décrire tel ou tel phénomène. C'est ce qu'on appelle COSIA. Voilà. Donc, cette production, elle est d'occupation du sol, qui est hyper importante. Elle est complètement faite par IA au départ. Ça perturbe les personnels, parce que les personnels, c'est des cartographes. Alors, on ne peint plus, hein, comme avant, ça un corps qui a disparu. Mais par contre,
les gens sont toujours attachés au fait de faire de A à Z leur travail. Donc leur travail est découpé en plein de tâches. Ce que les gens commencent à comprendre, c'est qu'un métier, c'est des milliers de tâches en fait. Et donc il y a une bonne partie des tâches qui sont faites par l'intelligence artificielle. Et il y a eu une période pendant 3 ans où les équipes de l'hygiène ont nourri l'intelligence artificielle à partir de données qui existaient pour leur dire, voilà, ça c'est un bâtiment, ça c'est de la vigne, ça c'est du verger, etc., etc. De toute façon, on a besoin de cette intelligence artificielle parce qu'on est comme tout le monde, on réduit progressivement nos effectifs. Alors on ne dit pas qu'on n'a pas moins de moyens qu'avant ou plus, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas on essaye de faire toujours mieux avec moins. Voilà. Et on ne peut y arriver qu'avec l'intelligence artificielle dans nos métiers. Et donc, on s'est doté d'une charte IA pour les personnels et pour dire comment l'hygiène utilisait l'IA, elle est publique. Et le LIDAR HD a été traité, des traitements du LIDAR HD ont été faits à partir de l'IA, et progressivement, l'IA, elle va partout. Voilà. Et elle descend. Donc un jour, on va avoir un chat GPT Carto qui va dire, on peut penser que dans le futur, on parlera à son système d'information géographique, on lui dira, bah, écoutez, moi je voudrais telle carte pour représenter tel phénomène, et donc l'IA, alors ça va coûter, ça va être monstrueux en termes de consommation énergétique, j'imagine, mais en tout cas, il va aller chercher les bons jeux de données, etc., etc., pour peu que tout ça soit ouvert, et puis après, il construira une carte en disant, maintenant, tu peux la critiquer, et puis tu peux travailler dessus. Bon, ça n'existe pas encore. Hein. Justement, sur cette consommation énergétique, parce que je ne peux pas m'empêcher de rebondir, est-ce que c'est des enjeux dont vous parlez, de dire, OK, on va construire un jumeau numérique de la France, mais on va le faire de manière soutenable. Est-ce que ça, c'est un enjeu ou pas vraiment ? Et pareil, Pierre, de toute façon, vous l'avez un petit peu mentionné tout à l'heure hein, sur la consommation énergétique et le stockage des données. Ouais, bon, non, j'ai l'impression que... Alors, moi, à mon échelle, je sais pas, moi, je suis pas du tout décideur, mais j'ai l'impression que au niveau de la direction de l'établissement, on est un peu tiraillé entre les deux. C'est-à-dire qu'on a le côté effectivement réduire notre empreinte carbone. On commence à faire des bilans carbone qu'il faut améliorer chaque année. Et de l'autre côté, effectivement, on a ce projet de jumeaux numériques, sachant que, on l'a dit, Philippe l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord quelque chose qui vient d'une industrie automobile ou même aéronautique, hein, puisqu'on a Toulouse, qui est capable de mesurer tous les paramètres, ce qui n'est pas du tout notre cas. Donc voilà, le terme de jumeau numérique reste un peu abusif, mais effectivement, on tend quand même vers ça, vers toujours plus de données. Et puis surtout, on prend pas le temps de... Ça a été aussi un petit peu plus ou moins dit tout à l'heure. En fait, nous, on ne prend pas le temps de trier nos données à la fin et d'éliminer ce qui est du brouillon, ce qui est superflu, pour ne conserver que l'essentiel. En fait, on stocke beaucoup trop. Et ça, on ne le fait pas parce que ça ne rapporte pas. En fait, c'est du temps c'est du temps d'archivage qu'on ne prend plus aujourd'hui parce qu'on a les moyens de stocker à un coût qui nous paraît faible économiquement, mais qui a un coût environnemental sur le long terme. Donc ça, c'est une piste d'amélioration, c'est sûr. Pas que pour nous, d'ailleurs. Alors pour l'hygiène, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de tableau de bord de qu'est-ce que ça consomme, toutes les données qu'on a produites depuis les 5 dernières années, parce que c'est là qu'on a changé d'échelle en termes de production, les données LIDAR HD, etc., etc., les données d'occupation du sol. Donc tout ça, c'est des téra et des téraoctets de données. Mais le pire, je dirais, en matière d'acquisition, c'est que ça, ce sont les données socles. Après, vous avez toutes les données partenaires qui sont produites. Alors, l'Occitanie est un cas particulier, mais ça se fait aussi ailleurs. On a un programme d'équipement géographique de l'Occitanie à très haute précision, de prise de vue aérienne, pour répondre à la loi anti-endommagement des réseaux. Je finirai là-dessus. Donc, ce sont, en gros, pour faire simple, ce sont des prises de vue à 5 cm de pixels. Le pixel moyen d'acquisition en France, c'est 20 cm. Le programme national, c'est 20 cm. Donc, c'est 5 cm. Et là, là, j'ai couvert, alors je suis en train de me rendre compte que finalement, j'ai envoyé un maximum d'avions dans le ciel pour photographier ces territoires. Et un avion, ce n'est pas un avion de ligne qui fait Paris-Bordeaux. C'est un avion qui vient de Paris, éventuellement de Beauvais pour nous, qui descend sur un département. Et puis après, il fait bloc par bloc, il fait des allers-retours. L'aller ou le retour, ce n'est pas très grave, il faut le faire. Mais c'est doublé parce que l'avion fait un virage pour se réaligner. Et en plus, c'est des prises de vue très contraintes, puisqu'il faut respecter des pourcentages de vol, des altitudes, des pourcentages de recouvrement entre photos, etc., etc. Donc ce sont des sous-traitants qui le font, mais ils participent aussi à l'encombrement du ciel et puis à l'envoi de CO2. Alors, je ne pense pas que ça soit mesuré, je pense que c'est mesurable,
mais ça l'est pas. Et je dirais qu'à l'hygiène, c'est un peu un non-dit parce que les avions hygiène, c'est un peu l'État dans l'État, et c'est surtout les avions, c'est surtout la flotte. Alors, il y a 3 avions, on ne parle pas de 50 appareils, mais il y a 3 avions à l'hygiène et c'est les moyens aériens de l'État. Voilà. Et ils sont logés à l'hygiène historiquement. Voilà. Mais c'est vrai qu'en 1945, quand l'hygiène a été créé, établissement civil en 1940, la décision a été prise de s'intéresser à ce qu'on appelait la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est l'art de mesurer, de faire une carte à partir des photos aériennes. Et donc, à partir de là, on a utilisé les bombardiers, les avions, etc., etc. Le premier mystère vient des usines d'assaut, c'était pour l'hygiène. Et puis après, nos avions actuels, les Beechcraft. Voilà. Donc, tous ces avions photographieurs, ils consomment. Je dirais que là, on est dans la période d'acquisition initiale. Les mises à jour vont se faire par drone et de façon ponctuelle. On ne referait pas des départements complets. Ou alors avec des spécifications très allégées qui permettent à la fois de répondre aux standards, mais en même temps d'alléger les coûts et les heures de vol. Voilà. Merci. On a le temps de prendre une petite question, je pense. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Non. Soyez pas timide. Alors, peut-être que je vais vous en poser une dernière dans ce cas-là. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous n'arrivez toujours pas à faire. Donc, vous avez parlé d'archivage. C'est en tout cas ce que vous pourriez faire, mais que vous ne faites toujours pas. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers comme ça sur lesquels vous êtes en retard ou vous n'arrivez toujours pas à faire? J'ai parlé des dernières techniques de modélisation. Là, c'est quelque chose que j'ai en projet, mais que voilà, donc pour essayer d'améliorer. C'est toujours ambivalent. On essaye toujours d'améliorer, et donc de consommer plus de ressources, et en même temps de rester sobre. Donc, j'aimerais quand même pouvoir améliorer mon modèle là, du Tarn-et-Garonne pour fournir des données plus précises aux décideurs pour quelle quantité d'eau ils ont disponible. Et après, alors nous, voilà, on est scientifique, on fournit des données, et après, c'est essayer on a une idée de ce qu'il faudrait faire sur la base de ces connaissances scientifiques, voilà, qu'on aimerait pousser aussi. Alors, on a des collègues socio-économistes de l'eau qui sont basés à Montpellier d'ailleurs. C'est aussi de travailler avec eux pour pousser un peu nos connaissances et nos idées qu'on a pour améliorer la gestion et la faire partager par les décideurs, mais aussi par les utilisateurs de l'eau. Alors, dans le cas du Tarn-et-Garonne, c'est essentiellement les irrigants qui s'approprient un peu nos connaissances pour pas justement que ce soit qu'ils aient l'impression de subir des décisions arbitraires, mais qu'ils gèrent collectivement, ce qui est aussi d'ailleurs, il y a eu une réforme il y a quelques années où on doit avoir une gestion collective des prélèvements en eau et que ce soit vraiment quelque chose de concret et basé sur les connaissances et pas uniquement sur quelque chose de on a un seuil, hop, on vous interdit de pomper, quoi. Philippe, pour vous, c'est quoi les chantiers les plus urgents? Alors, calculez votre impact, déjà, peut-être. Oui, effectivement, mais la stratégie hygiène, c'est quand l'hygiène a répondu à la demande du gouvernement de mettre les données en open data, c'était avant la production de données massives, on va dire que c'était à 7-8 ans, l'objectif de l'hygiène, ça a été de dire, OK, on va perdre des recettes en termes de licences. On était vu qu'en établissement marchand, la collectivité ne le supportait plus. Les opérateurs privés disaient c'est un frein à notre développement du business, etc. OK, on met tout en gratuité. L'État compense une année, puis je vous rassure, après il ne compense plus. Mais par contre, l'hygiène fait en sorte de produire plus avec moins. Bref, on perd un peu de financement, mais on va en chercher d'autres. Ça, c'est mon job auprès de la région, etc., pour des productions complémentaires. Et là, je viens à le pendant de cette stratégie de mise en open data des données, c'est de dire on a des données socles, si personne ne fait rien, et si l'hygiène n'a pas les moyens de les entretenir, ça va s'arrêter. Et du coup, on aura perdu 40 ans de cartographie. Et ça se dégrade très vite. Donc l'idée, la stratégie de l'hygiène, c'est d'aller vers les géocommuns, vers les communs numériques. Donc, et de faire de la base de données de l'hygiène, non plus la base de données de l'hygiène, mais la base, on l'appelle BD France, vous allez voir ça arriver bientôt. BD France, ça veut dire c'est la France de tout le monde. C'est la base de données de tout le monde. Elle est thématisée en fonction de ce qu'elle représente, des routes, des chemins, voilà, tout pour faire une carte. C'est la carte dont j'ai parlé il y a 40 ans. Et l'idée, c'est de dire, vous produisez de la donnée localement, sans le savoir,
Et ces données-là, elles nous intéressent pour entretenir le socle. Donc on change la gouvernance de la donnée, on fait un géo commun, et on se met tous autour de la table, et l'IGN devient aussi un utilisateur de la base de données pour faire la cartographie, pour faire les cartes thématiques. Et vous, conseil départemental, vous entretenez vos routes, vous savez où il y a un rond-point, vous savez quand vous avez dévié, vous savez modifier, vous savez entretenir un réseau routier. On vous propose de le faire en direct, à notre place, sur la base de données, et on vous ouvre les droits en écriture. Ça, c'est un changement de paradigme énorme pour l'IGN. Parce qu'on n'est plus maître de notre donnée, on fait partie de la gouvernance de la donnée. C'est ce qui s'est passé pour la base adresse nationale. Il y a une base adresse nationale, c'est les élus qui la remplissent, c'est plus l'IGN, c'est plus la Poste. Et par contre, on participe, nous, à la maintenance technique de cette base de données. Et on a un client de l'adresse pour d'autres usages. Voilà. Donc, les géos communs, c'est la stratégie d'IGN, et c'est ça qui va faire baisser... parce qu'en fait, on produit de la donnée, c'est un coût dans les collectivités, quelqu'un produit de la donnée, mais s'il a un silo de données et qu'ils ne le partagent pas, ça ne sert à rien. Voilà. Les élus vont dire elle a un coût, éventuellement tu l'as fait payer, mais le but c'est pas ça, c'est que tout en open data, c'est produit par la puissance publique. Par contre, utiliser la géoplateforme, c'est un outil à désiloter les données en fait. Arrêtons de stocker des données dans un ordinateur, partageons-les et en plus ça va accélérer le jumeau numérique. Merci voilà. Philippe, merci Pierre, merci à tous les deux.